Bonjour, alors par l'exemple, je vais vous montrer comment les tentatives d'augmentation de taxes et d'impôts aux États-Unis euh, provoquent des changements radicaux dans la base fiscale des États qui le proposent ou qui le votent, et aussi pourquoi ça peut avoir un impact sur des pays comme la France, par exemple, dans le cadre de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Alors, euh, il y a eu aux États-Unis, au niveau fédéral, des tentatives d'imposition de millionnaires ou de milliardaires. Disons, on va appeler ça impôt sur la fortune parce que c'est comparable à ce que on avait en France. Ça s'appelle plus comme ça, mais c'est toujours le même principe. Donc, on a au niveau fédéral deux projets de loi qui n'ont jamais été votés. Le premier, c'est une taxe sur les gains non réalisés pour des personnes avec un certain patrimoine ou avec des actifs importants. Donc, je sais qu'aux Pays-Bas, ça vient d'être voté. Alors, il y a un problème avec ça, c'est parce que quand on taxe sur des plus-values non réalisées, on oblige les gens qui sont taxés à vendre des biens pour payer les impôts. Donc ça va déclencher des plus-values supplémentaires, éventuellement, et aussi ça va poser d'autres types de problèmes que je vais élaborer plus tard. Mais c'est pas une bonne idée. Bon. Mais c'est une tendance. Et il y avait un autre projet fédéral, toujours fait par les démocrates, sur une taxe spéciale sur les prêts garantis par des actifs. Alors ça se fait très couramment par les gens qui ont des actifs, donc des gens en général qui ont du patrimoine, et qui, au lieu de vendre leur patrimoine pour financer quelque chose, pour pas acheter quelque chose, ils vont prendre ce patrimoine, le garantir, le donner en garantie plutôt, et emprunter à une banque en contrepartie de cette garantie. Je crois que ça s'appelle le prêt lombard en France, ça s'appelle Pledge Asset Line aux États-Unis. Donc c'est le même principe, hein. On prend des actifs, on le donne en garantie, et en contrepartie on nous fait un prêt. Voilà. Donc c'est un peu comme le prêt immobilier, hein, où vous faites un prêt, vous achetez un appartement ou une maison, et la garantie c'est votre maison ou votre appartement. Bon, et là ils voulaient faire une taxe là-dessus, et là encore ça n'a pas été voté, heureusement. Alors, par contre, il y a d'autres techniques que d'autres États aux États-Unis ont choisi. Alors par exemple, créer des tranches d'imposition qui sont élevées, avec des surcharges. Par exemple, le Massachusetts, New Jersey, New York, Californie, Minnesota. Donc là, vous avez un taux d'imposition marginal qui est élevé, et avec des surcharges, donc des suppléments d'impôts, qui sont plus ou moins temporaires, définitifs, etc. Et, et on a des États qui ont choisi en plus de faire une taxe spécifique pour les millionnaires. Donc par exemple Washington State, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les milliardaires et les millionnaires qui fuient vers la Floride. Par exemple le fondateur de Starbucks, Howard Schultz, qui a quitté Washington State pour aller Seattle, en l'occurrence, qui est la plus grosse ville de cet État, pour aller en Floride, New Mexico, Californie, Illinois. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut imposer ces taxes? Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est évidemment pour financer des programmes sociaux, mais c'est aussi pour réduire les inégalités. Donc, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais c'est évident que ce genre de philosophie, ce genre de politique vient des démocrates, donc de la gauche américaine. Alors on peut discuter sur les programmes sociaux, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, les inégalités, bon, je sais qu'en France on est très à cheval sur l'aspect inégalité des choses, mais aux États-Unis c'est pas dans la culture, parce que on préfère avoir une égalité au niveau légal et au niveau des chances plutôt qu'une égalité des droits, parce que des droits sociaux.
parce que bon, on aide un petit peu les pauvres, c'est normal, hein. Ça fait partie de la philosophie américaine, mais de là à créer un assistanat permanent, c'est quelque chose qui est pas accepté. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Tout le monde pense qu'aux États-Unis les gens meurent dans la rue comme ça. C'est pas vrai. Mais il y a effectivement beaucoup d'aides qui existent, qui sont permanentes, mais qui posent de plus en plus de problèmes parce que ça crée une caste de gens dépendants du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement contraire à la philosophie américaine, à l'état d'esprit américain. On veut de l'indépendance, on veut se débrouiller tout seul, on cherche un travail, on commence en bas de l'échelle et on monte, on s'acharne, on persévère. C'est comme ça qu'on réussit aux États-Unis. Pas en allant pleurer aux institutions publiques pour avoir X ou Y et puis se maintenir dans un état de pauvreté délibéré parce que ça fait des électeurs démocrates. Ça, c'est pas du tout le principe. Mais ça existe. C'est ça que je veux dire. Alors, quelles sont les conséquences de ces taxes, justement? Une fuite des capitaux et des personnes, hein, puisque on va en Floride, on va au Texas, ou même à l'étranger. Et ça, c'est nouveau aux États-Unis. On a des gens, des millionnaires, des milliardaires, qui quittent les États-Unis. Alors, par exemple, il y a un cas célèbre, c'est l'un des cofondateurs de Facebook. J'en avais parlé dans une vieille vidéo, qui était devenu singapourien, qui avait quitté les États-Unis, qui avait renoncé à sa nationalité américaine et qui avait immédiatement après vendu ses actions dans Facebook. Donc il avait fait une énorme plus-value et comme il était singapourien, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values à Singapour, donc il n'a jamais payé d'impôt sur les plus-values sur ses actions Facebook aux États-Unis et en général nulle part ailleurs. Alors depuis, on a comblé ça puisqu'on a fait une loi où quand on renonce à sa nationalité, on est imposé immédiatement sur toutes les plus-values. C'est comme si on faisait une dernière déclaration fiscale. C'est pas une plus-value latente qu'on taxe. On estime que on vend tout et on fait une dernière déclaration avant de ne plus être américain. Bon. Ensuite, alors une autre conséquence de ces taxes sur les millionnaires, c'est une baisse des investissements. En effet, il y a moins d'incitation à créer des entreprises ou à prendre des risques, et donc il y a un effet sur l'innovation et l'emploi. Évidemment, hein, les riches emploient des pauvres, voilà, hein, pour dire les choses clairement. Donc s'il n'y a pas de riches, il n'y a pas d'emploi pour les pauvres. Impact sur les marchés, alors j'en ai parlé tout à l'heure, la vente forcée d'actions afin de payer les taxes. Donc ça force une chute des cours de bourse et une perte de contrôle des entreprises. Puisque si on a une plus-value latente, une plus-value non réalisée, et qu'on nous taxe sur cette plus-value non réalisée, alors on nous oblige on oblige les millionnaires à vendre leurs actions pour payer les impôts. Bon, alors ensuite une autre conséquence, ce sont les coûts réels de ces taxes supplémentaires. Et c'est souvent plus élevé qu'annoncé. Parce qu'il y a des frais administratifs, il faut recruter des gens au sein de l'administration fiscale de l'État pour recouvrir ces taxes. Et puis aussi, il y a du contentieux. Les gens ne se font pas plumer sans réaction ni défense. Donc il y aura des procès, il y aura des contentieux, et ça peut aller très loin, ça peut durer très longtemps. Et enfin, il y a un autre effet qui est très connu, c'est l'effet Laffer. Alors la courbe de Laffer, je vais vous le montrer, c'est une courbe qui monte en cloche comme ça. Donc plus l'imposition est élevée, plus ça va rapporter de l'argent, jusqu'au niveau ultime où l'imposition est trop forte, et à ce moment-là, l'imposition rapporte de moins en moins d'argent. C'est ce qu'on appelle la courbe de Laffer. Donc c'est très intéressant, et c'est là où les politiques adorent jouer, puisqu'ils essayent de trouver le point le plus efficace entre le taux d'imposition et l'argent qui est récolté. Bon, et ça dénote aussi d'une bonne connaissance de la population,
et de savoir à quel point la population va craquer au niveau fiscal. En France, par exemple, apparemment, il y a, je dirais, pratiquement 60% de la richesse qui est captée, j'allais dire volée, par le gouvernement, par l'État, et apparemment, ça fait bouger personne. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé au déclin de la courbe de l'affaire, de l'autre côté de la cloche, en tout cas en France. Alors, donc il y a encore de la marge pour taxer les gens en France, d'après ce que j'ai compris. Alors, je vais vous donner un exemple récent de ces tentatives de taxer les millionnaires et les milliardaires sous un angle démocrate. Et là, on va parler de l'État de New York, que je connais bien parce que j'y ai vécu 20 ans. Alors, mi-mars 2026, il y a le gouverneur de New York qui a proposé une hausse d'impôts sur les millionnaires et les milliardaires et les grandes entreprises pour combler le déficit budgétaire de la ville de New York. Entre autres, il y a aussi un déficit de l'État. Mais ce déficit budgétaire, c'était poussé par Mamdani, qui est le maire, et qui veut raser gratis. J'avais fait une vidéo sur lui, donc avec un bref résumé de son programme, et c'était ça en fait. Alors voilà ce qu'elle a déclaré. Alors je vais lire ce qu'elle a déclaré verbatim, et après je résumerai. Nous devons faire preuve de discernement en mettant en place un système qui ne taxe pas simplement pour le plaisir de taxer. Je dois rester consciente, c'est une femme, le gouverneur, du fait que j'ai besoin des personnes à haut patrimoine pour soutenir les généreux programmes sociaux que nous souhaitons maintenir dans notre État. J'adore ça. Certes, certains millionnaires patriotes ont répondu à l'appel. Très bien, faites-moi les chèques. Si vous souhaitez apporter votre soutien, peut-être la première étape consisterait plutôt à se rendre à Palm Beach, c'est en Floride, pour voir qui nous pourrions ramener au bercail, car notre base fiscale s'est érodée. Je suis tenu de prendre en compte le fait que nous sommes en concurrence avec d'autres États qui font peser une charge fiscale moins lourde sur leurs entreprises et leurs particuliers. C'est QFD. Et j'ajouterai que le télétravail a tout changé. Auparavant, certaines personnes ne pouvaient travailler que depuis un bureau à Manhattan ou ailleurs dans l'État de New York. Elles étaient captives de notre État. Le terme. Elles étaient vouées à y rester. Or, nous avons constaté que ce n'est plus le cas. Nous devons faire preuve de stratégie sur ce point. Cela dit, nous sommes en mesure de financer les projets que nous souhaitons soutenir grâce aux recettes que nous percevons déjà. Alors, cette dernière phrase est cryptique, c'est fini. Cette dernière phrase est cryptique parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, soit par la dette, soit par d'autres taxes sur la classe moyenne de New York, ils vont pouvoir continuer à taxer les gens, enfin à financer leurs programmes sociaux. Alors, résumons. Les démocrates ne sont jamais contre l'idée de taxer plus les riches. Je dis les riches, mais ça peut être en général tout le monde. Mais pratiquement, c'est difficile de mettre en place de nouvelles hausses d'impôts, car celles-ci accélèrent l'exode vers la Floride et le Texas. Bon, c'est ce qu'elle a reconnu de façon évidente. À New York, la fuite massive des millionnaires et des milliardaires continue de peser sur les finances de l'État. Ça aussi, elle le reconnaît. Elle reconnaît également publiquement et supplie les millionnaires et milliardaires de revenir à New York, se faire taxer, ou plutôt se faire tondre, où l'objectif est de ramener de nouveaux millionnaires, milliardaires à New York. Comment ? C'est un mystère, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle vit dans un monde complètement fantasmé ? Oui, c'est un principe à gauche. Est-ce qu'elle va faire une politique pour faire venir les riches, pour les taxer ? Je sais pas. Là, franchement, j'ai aucune idée comment elle va faire. À moins de baisser les taxes. Mais c'est le contraire de ce qu'elle vient de demander. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc c'est confus, c'est contradictoire, c'est typique. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. On connaît ça depuis longtemps maintenant. Et bon, voilà, les démocrates ils sont dans la panade, en fait. Et c'est très intéressant de voir jusqu'où ça ira. Rappelez-vous la courbe de l'affaire.
Et alors, est-ce qu'on peut avoir une mobilité identique? Parce que bon, les États-Unis c'est un grand pays, il y a des États qui sont plus intelligents en matière de gestion budgétaire et fiscale. Est-ce que c'est possible en France? Non, parce que c'est un État centralisé. Par contre, il y a des gens qui vont dans d'autres pays de l'Union européenne pour arriver pratiquement au même résultat. Et ça, la France n'y peut rien. Est-ce que la France a une érosion fiscale? Je ne sais pas. Probablement. Il faudrait peut-être vérifier. Mais les mêmes causes entraînant les mêmes effets, je pense que oui, la France est dans la même situation que l'État de New York en fait. Et peut-être d'autres pays européens qui ont des politiques socialistes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de liker, de faire tourner la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt.